Alors, j'ai le plaisir de vous présenter pour cette carte blanche, qui est un nouveau format que l'on essaye pour cette 4e session des universités de la gauche républicaine, Stéphanie Rosa, qui est chargée de recherche au CNRS, spécialiste des Lumières, de la gauche, et qui va de la gauche contemporaine et de l'héritage des Lumières dans la gauche contemporaine, et qui va donc nous faire une conférence sur le populisme et la gauche, je ne dis pas et les Lumières. Donc, Stéphanie va parler pendant 20 minutes environ, et ensuite nous aurons 40 minutes d'échange avec la salle, et je vous prie une dernière fois de ne pas discuter, d'éviter de faire du bruit pour qu'on puisse enregistrer correctement la conférence. Merci à tous, et Stéphanie, tu as la parole. Merci. Je remercie les organisateurs de ces universités d'automne d'avoir bien pu m'inviter pour parler donc de l'héritage des Lumières, de la gauche et du populisme, alors du populisme de gauche en réalité. Alors, peut-être que vous savez, ces dernières années, j'ai travaillé sur le lien entre les gauches et l'héritage des Lumières. Je partais du constat selon lequel le lien historique et philosophique entre l'héritage des Lumières et les gauches, les différents courants du socialisme, du communisme, de l'anarchisme, ce lien-là était remis en question depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et je m'étais intéressée dans ces travaux à l'aspect intellectuel de cette rupture. C'est-à-dire que j'avais travaillé sur la manière dont certains intellectuels, certains philosophes, à partir des années 60-70, avaient commencé à produire une contre-argumentation, un contre-discours contre l'héritage des Lumières, et je m'étais intéressée à la manière dont ce contre-discours, cette philosophie hostile aux Lumières, avait infusé dans les milieux notamment antiracistes et féministes, donc dans certains milieux militants. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que j'interviens sur le sujet du populisme, je pense qu'on est passé d'une certaine manière à une phase supérieure, à un stade supérieur de progression de l'idéologie anti-lumière, puisque d'un stade où en fait le discours anti-lumière il était essentiellement idéologique et restait minoritaire au sein de la gauche, on est passé aujourd'hui à un stade où finalement le positionnement anti-lumière et le discours anti-lumière, il est passé dans les organisations, dans la structure des organisations, et il est devenu majoritaire avec le succès hégémonique du populisme de gauche dont la France Insoumise est l'incarnation. Donc dans mon intervention aujourd'hui, je vais essayer de montrer ça, de montrer ce nouveau stade, on va dire, de la progression des idées anti-lumière dans la gauche. Je vais rappeler rapidement ce qu'il faut entendre par héritage des Lumières pour qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle. Et puis je reviendrai sur les fondements philosophiques, politiques et stratégiques du populisme de gauche. Qu'est-ce que le populisme de gauche à la base? Et puis je terminerai en montrant en quoi ce populisme qui est incarné aujourd'hui dans les mouvements orchestre jour après jour, à mes yeux, la disparition de l'héritage des Lumières dans la gauche. Voilà, alors je vais reprendre rapidement ce que j'entends par héritage des Lumières. J'en ai parlé abondamment dans les années précédentes, donc j'en ai un peu marre de répéter la même chose, mais si jamais vous avez besoin de précision, vous pourrez bien sûr en discuter dans le débat. Donc, en gros, l'héritage des Lumières, si on regarde dans les détails, c'est un héritage pluriel. Il ne s'agit pas du tout de dire que tous les philosophes des Lumières disaient la même chose. Il y a eu des débats profonds, des clivages, etc. Mais si on parle, si ça a un sens de parler de l'héritage des Lumières, en gros, autour de trois grands principes. D'une part, le rationalisme, c'est-à-dire l'idée que les autorités établies, les autorités religieuses, les autorités politiques, les autorités traditionnelles, elles doivent être passées au crible de la raison, de l'esprit critique. Et ce rationalisme, c'est aussi la confiance dans la capacité de chaque être humain, en tant qu'être rationnel, à faire usage de ses facultés et à se défaire de ses préjugés, et notamment par l'intermédiaire du débat public, argumenté, etc. Ça, c'est le rationalisme. Le deuxième grand principe, c'est le progressisme des Lumières, l'idée que l'humanité peut améliorer son sort à la fois individuel et collectif, notamment, pas seulement, mais notamment par la diffusion des connaissances. C'est le
disons, l'idée qui gît au fondement du projet de l'encyclopédie, Diderot et d'Alembert, qui décident de compiler toutes les connaissances de leur époque, toutes les connaissances philosophiques, politiques, techniques, scientifiques, pour les mettre à disposition du genre humain, avec l'idée que cette mise à disposition va rendre les gens plus critiques, plus savants, et va permettre d'améliorer la situation pour tout le monde. Donc, la diffusion des connaissances, le débat public, la liberté d'expression, qui sont les moyens par lesquels les idées peuvent progresser, les connaissances peuvent progresser, l'esprit critique, et donc le progrès moral, mais aussi politique, social, etc. Et puis, dernier principe qui, à mes yeux, et pas seulement à mes yeux, est le socle de l'héritage des Lumières, l'universalisme, la tendance, c'est-à-dire la tendance qui est fondamentalement démocratique à considérer que tout homme, toute femme a un ensemble de droits inaliénables qu'il peut opposer contre toute autorité oppressive, c'est-à-dire contre tous les gouvernements arbitraires, mais aussi contre la tradition de ses ancêtres, contre la religion de son groupe. Voilà, les droits inaliénables priment sur toute autre considération et sur toute autre autorité. Et la synthèse de cet héritage rationaliste, progressiste, universaliste, on la trouve dans la synthèse de l'esprit des Lumières, on la trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, les déclarations des droits de l'homme de 1789 et 1793. Voilà, c'est cet héritage-là dont je vais décrire la remise en cause aujourd'hui. Alors, avant ça, je vais faire un petit point sur, finalement, quelle est la traduction organisationnelle de cet héritage. C'est-à-dire comment, au fond, l'esprit des Lumières a généré dans la gauche des tendances d'organisation politique. Quel est le lien, en fait, entre la manière dont la gauche a pensé ces modes d'organisation et l'héritage des Lumières. La première chose, c'est que dans les années qui suivent la Révolution française et l'épopée napoléonienne, les militants républicains, puis socialistes et communistes, sont contraints à la clandestinité. Donc, dans les premières années, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, on a des organisations clandestines dont la conjuration de Babeuf forme le modèle. Donc, au début, les militants de la gauche socialiste, communiste, puis anarchiste un peu plus tard, sont organisés dans des sociétés secrètes où on prépare le renversement du régime. Et donc, un renversement, c'est la minorité qui est censée renverser le régime au nom de la majorité. Et puis, au cours du XIXe siècle, cette tendance, elle reflue petit à petit, à mesure qu'on obtient des droits démocratiques, à mesure que la répression politique s'allège dans un certain nombre de pays d'Europe, notamment en France, et que le mouvement ouvrier, dans ses différentes composantes, les syndicats, les coopératives, les mutuelles, etc., gagnent du terrain, les socialistes décident de sortir de cette clandestinité, de cette, pas tous, mais une grande partie, de cette organisation en société secrète, pour donner à leur projet une forme plus démocratique. Et cette forme plus démocratique, c'est des partis qui commencent à naître à la fin dans le dernier quart du XIXe siècle. Et le parti me semble, à moi, pour en discuter, une structure héritière de l'esprit des Lumières à certains égards. À quels égards? D'abord, c'est une structure qui est marquée par un esprit démocratique, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais au départ, c'est une structure qui est basée sur deux principes. Le premier principe, c'est l'élection des représentants par la base du parti. Et la deuxième chose, c'est que la ligne stratégique politique, elle est élaborée au moyen de congrès où tout le monde discute et tout le monde vote. Donc, c'est ces deux grands principes qui président, par exemple, à la naissance du Parti social-démocrate allemand dans le dernier quart du XIXe siècle. Donc, c'est une structure démocratique. Le deuxième aspect, c'est que les partis socialistes, sociaux-démocrates, au moment de leur constitution et les différentes sections des internationales, sont des structures de classe. Le parti, il organise les opprimés en vue de leur émancipation. Alors, même s'il y a des représentants d'autres couches sociales qui sont présents dans les partis, même si des alliances stratégiques avec d'autres classes sont possibles, mais les luttes populaires de la Révolution française, de la Révolution 48, des Révolutions 48, de la Commune de Paris, ont conduit les partis à s'organiser autour d'une classe, en l'occurrence la classe ouvrière, salariée, dans chaque pays. Et puis, troisième aspect qui me semble un effet de l'héritage des Lumières,
c'est que les partis socialistes, les structures créées par le mouvement ouvrier du 19e siècle, sont des structures internationales et internationalistes. C'est-à-dire que le parti, c'est pas un parti, qui ferait un parti national qui ferait sa politique dans son coin. Les partis sont compris comme étant des sections des internationales, la première internationale puis la seconde à la fin du 19e, début du 20e. Et donc la lutte pour l'émancipation, elle se situe à une échelle internationale et pas à une échelle étroitement nationale. Alors, j'en viens maintenant à la question, en quoi, d'après moi, le populisme de gauche est rompt avec cette tradition, à la fois philosophique et organisationnelle, issue des Lumières. Première chose, le populisme de gauche, il est théorisé de façon tout à fait claire dans des ouvrages par deux intellectuels qui sont Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, sur la base, c'est des intellectuels qui viennent du marxisme et qui font le constat de l'échec non seulement du marxisme, mais du socialisme en général. Et donc le populisme de gauche est pour eux un moyen d'apporter des solutions aux difficultés dans les partis et à la crise globale du projet socialiste. Donc ils partent de ce constat d'échec. Qu'est-ce qu'ils proposent pour surmonter les difficultés? Premièrement, il faut remplacer la lutte de classe par une opposition entre le peuple et l'élite. Alors cette opposition peuple-élite, elle est plus floue, elle est plus subjective que objective et socio-économique, comme on avait l'habitude dans les organisations de gauche. Le peuple, c'est pas un concept socio-économique, ça peut rassembler des gens d'origines diverses, de catégories socio-professionnelles diverses, etc. Et il y a une première conséquence de ça, c'est que l'opposition peuple-élite, elle ne permet plus de penser les alliances de classe et leurs articulations stratégiques. On a une espèce de grand concept de peuple dans lequel on va voir ce qu'on est, mais ce que je voudrais rappeler tout de suite, c'est que cette opposition peuple-élite, elle est très explicitement reprise du théoricien Carl Schmitt, qui est un juriste nazi, un théoricien nazi, qui a écrit tout à fait clairement, et qui a écrit un certain nombre de textes stratégiques où il dit que, en gros, pour prendre le pouvoir, c'est des considérations stratégiques pour prendre le pouvoir, et il faut structurer le champ politique pour le parti qui veut prendre le pouvoir en amis ennemis. Donc tout devient lisible, tous les débats dans la société, toutes les oppositions doivent être réduites à ce clivage, cette structure fondamentale ami-ennemi. Et par ami-ennemi, Carl Schmitt, il entend le peuple allemand et les ennemis du peuple allemand. C'est ça au départ, cette opposition-là. Donc qui est réinvestie par le populisme de gauche. Ça, c'est la première chose. Le deuxième principe du populisme de gauche, c'est que le parti doit mourir et être remplacé par un mouvement à la structure plus floue et dans laquelle le principe, c'est que le mouvement est organisé autour d'une figure charismatique, autour du chef, qui joue un rôle prépondérant, qui joue un rôle mobilisateur. Donc il y a, pour le moins, une relativisation du principe démocratique. C'est-à-dire que par rapport aux structures traditionnelles, il y a une espèce de dépassement de la démocratie interne au profit de la mobilisation autour du chef charismatique et de son programme. Troisième principe, la dénonciation du système et des inégalités du système, elle prend une dimension plutôt plus morale, encore une fois, que socio-économique, c'est-à-dire qu'on va dénoncer la corruption des élites plutôt que l'exploitation socio-économique. Et donc, on va mettre l'accent sur l'émotion en tant qu'elle est mobilisatrice, plutôt que sur l'analyse rationnelle de la structure de la société, du stade de l'évolution économique où on est, etc. Et fondamentalement, derrière ces trois principes, il y a quelque chose qui se dégage, même si évidemment c'est moi qui le dis, c'est pas la communisme, mais il n'y a plus de conception du monde. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que les partis de gauche traditionnels, les socialistes, les marxistes, les anarchistes même, ils ont une conception de l'histoire, une conception de la société, une conception philosophique, une anthropologie en fait, aussi une conception de l'homme, plus ou moins articulée évidemment selon les personnes, selon les courants, mais il y a quand même derrière le programme politique un arrière-plan théorique qui est fort et qui est structurant, dont les militants sont porteurs, si tout va bien. Alors que là, le populisme
gens qui peuvent être par ailleurs d'origines très différentes et de cultures politiques très différentes, de convictions très différentes. Donc, on va éviter de donner une conception du monde trop particulière, parce que ça peut faire obstacle à cet élan mobilisateur que veut créer le populisme de gauche. Alors, quels sont les effets observables d'un tel glissement que je viens d'évoquer? Moi, il me semble que le fonctionnement de la France insoumise incarne parfaitement ces principes du populisme de gauche, et donc je pense que l'analyse de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils font ces derniers temps, permet vraiment de repérer les problèmes que ça pose. Alors je laisse de côté ici la chronique judiciaire, les affaires de mœurs, qui ne sont pas de mon sujet. On pourrait discuter des liens entre les deux, mais là c'est pas mon problème. Je vais me consacrer vraiment sur les aspects stratégiques, politiques, propagandistes et organisationnels de cette traduction du populisme de gauche dans le fonctionnement de la France insoumise. Alors d'abord la propagande. La propagande de la France insoumise, elle consiste, et c'est tout à fait dans la perspective ouverte par l'acte de Mouve, elle consiste à conflictualiser systématiquement tous les événements de la vie publique dans le but de cliver la société au maximum et de polariser autour du mouvement. Ça a moyennement marché dans la mesure où, sur ce terrain, la place était déjà quand même occupée par l'extrême droite, qui a recours de ce point de vue-là un peu aux mêmes stratégies, mais ça a quand même marché. Et un des effets qui, moi, me frappe, c'est que ça a occasionné chez les porte-paroles de la France insoumise un rapport de plus en plus désinvolte à la réalité factuelle. Les représentants de la LFI, de manière significative et à mon avis plus ou moins consciente, vont ne pas hésiter à répandre des fake news, des faits qui savent pertinemment qu'ils sont faux. Enfin, par exemple, cet été, Manon Aubry qui a répondu l'idée sur les plateaux de télé qu'il y avait une taxe des super profits qui avait été mise en place par Biden. C'est faux, ça n'a jamais eu lieu. Enfin, elle a déformé ce qui s'était une règle à l'époque qui était passée aux États-Unis, mais ça ne s'est jamais agi une taxe sur les super profits. Mais elle l'a mis en avant pour mettre en évidence le fait que le gouvernement Macron était encore plus à droite que celui de Biden, etc. On a Mélenchon qui a dit il y a quelques temps que les rejets d'eau de centrales nucléaires et chauffer la Méditerranée, enfin, voilà, ce genre de fake news qui peuvent être tranquillement répandus à partir du moment où effectivement il ne s'agit plus d'offrir une lecture rationnelle et objective du monde, la plus objective possible, mais de mobiliser, de cliver et de polariser. Ça, c'est d'un point de vue propagandiste. Ensuite, il y a la stratégie, de manière plus générale. LFI, conformément à la théorie du populisme de gauche, ne cible pas une classe sociale précise, ni même une alliance de classe. Évidemment, bien sûr, son discours égalitaire porte la marque de ses origines de gauche, donc évidemment, il y a une dimension du discours qui est à destination des classes populaires de façon assez traditionnelle. Mais à côté de cette dimension-là, elle a recours à une stratégie attrape-tout, on pourrait dire, où en fait, on peut voir la marque d'un clientélisme assez évident. Alors, le clientélisme n'est pas le propre du populisme de gauche, du clientélisme, on en a dans tous les partis politiques, mais j'ai envie de dire que le comble du populisme de gauche a été atteint quand les dirigeants ont décidé, tout compte fait, que c'était plus payant électoralement d'incarner l'union de la gauche, et donc le comble de la stratégie populiste, ça a été d'apparaître comme l'incarnation de l'union de la gauche, alors qu'on a une stratégie populiste depuis plusieurs années en fait. Et on peut aussi évoquer dans cette perspective leur politique à destination de l'électorat musulman, qui ne table pas sur la raison, sur l'analyse rationnelle de ce qui se passe et de comment on pourrait réunir les classes populaires sur la base de leurs intérêts matériels, mais toute cette stratégie a été fondée en tablant sur la peur de l'extrême droite, la peur que les catégories, la partie immigrée des classes populaires a peur de l'extrême droite, et donc ils ont tablé là-dessus avec succès pour le coup, pour gagner à eux ces franges-là des classes populaires. Et c'est en même temps les limites, à mon avis, de cette stratégie, parce que si la peur de l'extrême droite ou le désir de voir revenir la gauche au pouvoir peuvent
sont mobilisateurs dans une certaine mesure, c'est des affects qui sont mobilisateurs, enfin, la preuve, ça leur a permis un certain succès, mais ça ne remplace pas une politique de classe, ça ne remplace pas une politique basée sur les intérêts matériels objectifs de tout le monde, qui permet de rassembler tous les salariés, musulmans ou pas, socialisés à gauche ou pas. Alors d'un point de vue organisationnel, je vais essayer de faire le point. Voilà. D'un point de vue organisationnel, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est évident, la structure elle est verticale jusqu'à la caricature. Aucun congrès à la France Insoumise depuis sa constitution. La désignation des représentants se fait par cooptation. Le mouvement ne serait rien sans le bonapartisme de la Ve République et le charisme du chef. Je n'insiste pas là-dessus. Je veux insister sur un dernier point, qui est un point qui n'est pas souvent souligné. D'un point de vue politique, strictement politique, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais qui me semble, ça a une grande importance en vrai. Il n'y a pas de vision du monde. Il n'y a pas de vision du monde derrière la stratégie et derrière les revendications mises en avant par la France Insoumise. Et ça tombe bien d'une certaine manière, parce qu'avoir une vision du monde, ça impliquerait de former les militants. Et former les militants, ça les rendrait plus aptes à critiquer la ligne et le manque de démocratie interne. Et donc il est remarquable que dans les universités d'été de la France Insoumise, dans le manifeste de l'école de la NUPES qu'on a vu affiché sur le site de Mediapart il y a quelques temps, il n'y a aucune référence à de la formation historique, à de la formation philosophique. Il y a seulement des formations sur des questions d'actualité immédiate, le nucléaire, l'inflation, la lutte contre le racisme, etc. Et c'est pas ce qui est important, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que ça on fabrique de cette manière-là, on fabrique des activistes, on ne fabrique pas des militants formés, comme le mouvement ouvrier socialiste traditionnel s'est efforcé d'en produire depuis le XIXe siècle. Les intellectuels font de la figuration dans la France Insoumise, enfin, le Parlement de la NUPES, il est purement décoratif, il ne contribue pas du tout au programme, il ne contribue pas aux orientations ou à la marge. Et du coup, il n'y a pas non plus, dernier aspect politique, qui est une rupture avec la tradition, les traditions socialistes, il n'y a aucune hauteur de vue internationale. Il n'y a pas du tout une politique, un essai de constitution d'organisation internationale avec des partis qui seraient différentes sections d'un même ensemble. Il n'y a pas de réaction fondamentalement, enfin, il y a des réactions ponctuelles, mais il n'y a pas vraiment de politique en direction des mouvements sociaux en cours dans le monde, au moment où il y a eu des mouvements au Soudan, au moment où il y a eu des mouvements en Algérie, et même maintenant en Iran. On ne dépasse pas, quand on a quelque chose, on a quelques tweets, mais on n'a pas vraiment de politique en direction des mouvements sociaux qui se passent dans le reste du monde. Alors cela dit, là aussi, le provincialisme de la gauche française, il est antérieur à la constitution de la France Insoumise, donc c'est pas pour tout leur mettre sur le dos, mais il n'y a pas de politique à ce niveau-là. Et d'une manière générale, la politique populiste de gauche, ça consiste à surfer sur l'air du temps. Les modes d'intervention sont adaptés à un débat public qui tourne à l'empoignade sur les réseaux sociaux depuis maintenant des années, et la France Insoumise, elle s'est coulée dans cette forme de débat. Ils sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, mais leur stratégie, elle se coule aussi dans la forme d'un régime politique dont l'événement central est l'élection présidentielle. Et puis, elle se modèle aussi sur les fractures des classes populaires qui existent déjà, puisque évidemment la France Insoumise n'a pas inventé le fait qu'il y a une extrême droite en pleine forme, mais qui est privée. Il y a une extrême droite pour les classes ouvrières blanches, et puis il y a une extrême droite pour les classes ouvrières musulmanes, il y a l'islamisme. Et on n'essaye pas du tout, là c'est une stratégie qui ne permet pas de surmonter ce clivage existant dans la société, mais qui est une manière de surfer dessus, plutôt que d'essayer de le surmonter. Voilà, et au fond, on surfe sur les tendances qui existent, en jouant sur les émotions qui sont naturellement suscitées par les clivages qui traversent la société. Et on est dans une radicalité symbolique assez grande, sur le discours sur la police, le discours sur l'islamophobie, le discours sur le nucléaire, sont marqués par la radicalité. Donc il y a une façon de, encore une fois, de catalyser en quelque sorte des émotions qui existent, mais pas d'aller contre certains préjugés, certains clivages, en essayant de construire patiemment une lecture rationnelle et objective du monde.
Voilà, et donc qui dit sortir sur l'air du temps dit accompagner le mouvement, et plutôt que de le réorienter. Et moi, il me semble que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'avenir majoritaire à une stratégie populiste. Il y aurait même plutôt un danger à se voir doublé par l'extrême droite, parce que si on prend l'air du temps, si on regarde l'air du temps tel qu'il est aujourd'hui, il est plutôt favorable à un devenir majoritaire du discours d'extrême droite qu'un devenir majoritaire du discours populiste de gauche. Et c'est ce qu'on a déjà vu de fait en 2022, où Jean-Luc Mélenchon n'a pas été capable de faire plus que Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Alors je vais conclure. Il me semble que le problème qu'on a devant nous, il est le suivant aujourd'hui, c'est comment renouer avec des principes qui sont notre héritage historique et philosophique, le rationalisme, l'universalisme, la démocratie, l'internationalisme. Comment parier sur l'intelligence collective plutôt que sur une masse de manœuvres. Comment faire tout ça sans retomber dans les travers qui ont été bien sûr celui des organisations de gauche et qui nous ont menés là où nous sommes. Parce qu'évidemment, on n'en serait pas là si les organisations de gauche traditionnelles, elles avaient fonctionné et si aujourd'hui elles étaient mobilisatrices pour les classes populaires de notre pays. Parce qu'il me semble, je voudrais quand même dire que le populisme de gauche, c'est certes une mauvaise réponse, mais c'est une mauvaise réponse à des bonnes questions, à mon avis. Comment mobiliser les classes populaires contre les inégalités d'injustice sociale, comment refonder les vieilles organisations de manière efficace et en évitant la fossilisation bureaucratique qu'on a vue à l'œuvre dans toutes ces organisations, comment toucher les jeunes générations qui n'ont plus de culture politique, comment repenser un projet majoritaire. C'est toutes ces questions-là auxquelles le populisme de gauche a essayé d'apporter une solution sans y parvenir. Donc, du coup, nous, on est, à mon avis, reconduits devant toutes ces questions, et c'est un grand chantier. Et je pense que c'est notre réponse à ces questions que dépendra véritablement l'avenir. En fait, en quelque sorte, tous les défis, à la fois théoriques et politiques, qui sont devant nous. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, je crois qu'on va avoir pas mal de questions et de sujets abordés. Hugo, pour le passage de micro, on va prendre 3 questions et ensuite on fera par paquet de 3, Stéphanie répondra. Camarades, pour que tout le monde puisse intervenir, essayez de faire synthétique sur vos questions. Merci. Bonjour, Stéphanie, vous avez parlé de l'activisme au sein de l'EFI. Est-ce que justement, ce nouveau mouvement qui est né entre guillemets de parti gauche n'a pas été dépassé par des adhérents, puisqu'on pouvait adhérer directement, qui ont fait partie, par exemple, des mouvements qui, entre guillemets, faisaient de l'action directe, des activistes, par exemple, de Nuit debout, d'Alternativa. Est-ce que paradoxalement, la ligne présidentielle républicaine, la ligne n'a pas été dépassée, surpassée par ces mouvements, cette gauche mouvementiste? Voilà, c'est ce que je dis. Oui, merci pour cet exposé très clair. Vous avez là. Je voulais te demander si j'ai lu en fait le meeting de Chantal Mouffe pour un populisme de gauche, qui d'ailleurs est écrit en s'inspirant du travail qu'elle a fait avec Aldo par exemple, mais aussi avec cette discussion qu'elle a eue avec François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, c'est écrit à la fin du livre. Et il y a d'autres choses que tu as dites, mais je pense qu'il est intéressant de comprendre la stratégie actuelle de Mélenchon, c'est que du point de vue de Mouffe, le totalitarisme, c'est quasiment du passé, il est en train de s'effondrer. Et que la suite, c'est acquérir l'hégémonie culturelle et que le combat frontal, en réalité, n'est pas contre le néolibéralisme qui appartient au passé, mais contre le populisme de droite. Chez nous, il y a vraiment cette idée populisme de gauche contre populisme de droite. Et pour moi, ça explique en partie la stratégie qui a été mise en avant par Mélenchon de centrer le débat sur Zemmour à l'automne, et puis ensuite toute la question du deuxième tour contre Le Pen à la fin de la campagne.
vraiment l'idée que, alors c'est ça quand je trouve terrible, c'est qu'on ne crie plus l'idéolibéralisme quelque part. On essaie de passer par l'extrême droite parce qu'on est persuadé que l'avenir, c'est soit l'extrême droite, soit le populisme de gauche. Et voilà. Oui, donc, on a deux choses ici, normalement, la première chose, c'est la rupture. Parle bien dans le micro. En étant syndicaliste, c'est la rupture qu'il faut avec les organisations syndicales. C'est-à-dire que là, il y a certains acteurs sociaux majeurs dans la gauche, et là, il y a véritablement un succès de donner des ordres aux organisations syndicales. Et alors que les organisations syndicales sont une composante majeure d'un changement sociétal. Sans organisation syndicale, il y a deuxième chose, je pense que moi, je veux clairement dire, c'est les faux ennemis délicats. C'est les faux ennemis délicats, c'est-à-dire qu'ils vont être essentiels pour que le PLF apparaisse à l'écran. Le discours dominant de gauche, au niveau de tous les médias, c'est facile. Et Mélenchon parle, la gauche parle. Donc ça, c'est-à-dire que c'est un moyen de domination intellectuelle, médiatique, sur par contre, moi je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge considérer que le populisme de gauche de la gauche, il existe parce que en face, si vous êtes de gauche, si vous êtes appareil, que ce soit partout, que ce soit dans les facultés, dans le boulot, etc., on est dans une incapacité, moi, très fort, d'exprimer à travers des objectifs de transformation clairs et lisibles ce que c'est un projet de gauche ou populiste. C'est-à-dire que moi, je peux faire cette image, j'adorais pouvoir être une des 35 heures. J'adorais, etc. C'est-à-dire que j'avais un discours porteur et je pouvais dire, il dit ça, et nous on veut ça. Alors nous, on n'a rien à dire. Voilà. En tout cas, on a énormément de mal à pouvoir convaincre les gens de se dire oui, il y a autre chose. Alors, je vais essayer de répondre à tout. Peut-être dans l'ordre. Alors, à propos de l'entrisme des activistes, alors, il y en a eu un, c'est certain. Il y a eu des gens qui se sont engouffrés dans la brèche. Effectivement, comme c'était pas compliqué d'adhérer à la France Insoumise, ils l'ont fait et puis ils ont essayé de porter leur propre agenda. Cela dit, je ne pense pas que LFI a été, les dirigeants de LFI ont été débordés par ça. Je pense qu'ils ont, là encore, cherché à surfer dessus, à instrumentaliser, à voir en quoi ça pouvait leur être utile. Enfin, je pense à vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. À un moment, il y a eu des gens qui sont arrivés avec leur marotte à eux, c'était le tirage au sort. C'était qu'il fallait que l'Assemblée nationale elle soit tirée au sort, etc. Donc il y avait tout des militants autour de ça. Dans un premier temps, moi je me souviens ils ont été, c'était à l'époque, je ne sais plus si c'était LFI ou si c'était un peu avant, mais au début ils étaient contre, ils étaient méfiants, et puis au bout d'un moment ils se sont dit que ça pouvait leur être utile. Et donc, du coup, ils ont dit, ah bah oui, voilà, finalement, nous aussi, on est pour le tirage au sort. Et ensuite, ils ont organisé des conventions qui n'étaient pas des congrès, où ils tiraient au sort les participants. Et ils ont bien vu, en fait, l'usage qu'ils pouvaient faire de ce truc-là, parce que quand vous tirez au sort des gens qui arrivent à une convention, ils sont les porte-parole de personnes, ils ont été envoyés par personne, ils n'ont pas de plateforme à défendre spécialement, puisqu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire passer tout ce qu'on veut face à une masse de gens qui, disons, formellement, il y a une espèce de parodie de démocratie, parce que, on s'adresse à la base, on convoque la base. En fait, le tirage au sort permet qu'il n'y ait pas de débat démocratique, qu'il n'y ait pas de vote de plateforme, et du coup, de ne pas remettre en cause les décisions qui viennent d'en haut, en fait. Donc, et ils sont très très forts pour, effectivement, utiliser ce qu'il y a dans leur base
dans le sens du succès, quoi. Et ça a plutôt bien marché pour certaines lignes, mais ça a plutôt bien marché jusque-là. Du coup, ça m'amène à la dernière question. Oui, en fait, ce désir de confrontation directe avec l'extrême droite, c'est une conséquence de leur stratégie de polarisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont en face d'eux l'extrême droite, ils sont contents parce que du coup, ils agrègent, en tout cas c'est leur objectif, d'agréger tous les gens qui ne veulent pas de l'extrême droite, même si celles qui sont quand même majoritaires dans le pays, mais s'ils arrivent à prendre la tête et à se retrouver tout seuls face à Marine Le Pen, ils estiment que du coup ça peut passer, quoi. Alors que face à Macron, c'est sûr qu'un deuxième tour Mélenchon-Macron, ça aurait été une catastrophe pour Mélenchon. Donc Mais du coup, c'est un jeu un peu pervers où finalement, effectivement, on va moins mettre en avant la critique du néolibéralisme, la critique socio-économique, et puis on va beaucoup plus effectivement mettre en scène l'affrontement contre l'extrême droite. Et en effet, le débat avec Zemmour, il était très significatif de ce point de vue-là, parce que c'est payant peut-être d'un point de vue stratégique, mais là encore, c'est à courte vue, c'est-à-dire qu'il y a c'est la tactique plus que de la stratégie à long terme, parce que face à l'extrême droite, déjà, c'est de moins en moins sûr que Mélenchon prenant la tête gagnerait. Ça devient plus que douteux. Et d'autre part, c'est pas parce que, quand bien même ils arrivent à agréger des gens derrière eux le temps d'une élection, ça fait pas un vote d'adhésion. C'est un vote, c'est tordre le bras aux gens qui votent pour vous, mais c'est pas un vote d'adhésion. Et moi, je pense que la gauche, elle a besoin de reconstruire un projet de société auquel les gens aient envie d'adhérer, en fait. Et c'est pas du tout la même démarche, en fait. Voilà. Et puis, dernière intervention, il y avait plusieurs choses dedans. Oui, alors sur la place des syndicats, effectivement, il y a vraiment une volonté d'hégémonie absolue qui fait que les insoumis, ils essaient d'écarter tous les corps intermédiaires, les syndicats, mais aussi les organisations plus petites que la leur. Ils essaient de tout contourner pour apparaître comme des exclusifs représentants de l'opposition de gauche à Macron, on va dire. Donc effectivement, ils ne traitent pas les syndicats, mais ils traitent mal tout le monde, on va dire. Et une chose que vous disiez à la fin, moi je suis tout à fait d'accord, le fond de notre problème face à tout ça, c'est qu'il faut qu'on reconstruise un projet. C'est ce que je disais au début, il y a une crise du projet socialiste. Le socialisme était déjà, il y avait déjà des problèmes, mais il est rentré dans une crise majeure avec l'effondrement de l'Union soviétique il y a 30 ans. Il y a eu ça, il y a eu la participation des sociodémocrates à des gouvernements qui ont appliqué une politique néolibérale. Donc ça combiné, ces deux facteurs, plus des facteurs plus structurels comme les mutations profondes du monde du travail, la fermeture des grandes usines où tout le monde travaillait au même endroit, l'éclatement du monde du travail, l'ubérisation, etc. Tous ces facteurs cumulés, ça fait qu'aujourd'hui, le projet socialiste au sens très large, il est en crise. Et effectivement, ce qu'il faut faire, de notre point de vue, il ne s'agit pas de s'en prendre à la France insoumise, de façon juste pour s'en prendre à eux. Il s'agit de forger des éléments d'une reconstruction d'un projet de société qu'on puisse opposer au capitalisme et qui soit mobilisateur. Et pour moi, c'est ça l'enjeu des années qui viennent, en fait. Et on a beaucoup de pain sur la planche parce que comment faire, ça reste des questions auxquelles moi, personnellement, j'aimerais bien avoir la réponse, mais comment faire pour reconstruire un projet socialiste sur la base, par exemple, d'un monde du travail aussi éclaté que celui dans lequel on est aujourd'hui. Comment faire dans le contexte de la mondialisation néolibérale avec tout avec les nouvelles données qu'on a devant nous. Et là, il va falloir beaucoup